Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. En Ukraine, alors que la ligne de front se fragilise de plus en plus, les États-Unis semblent ouverts à l'idée de permettre l'usage de leurs armes sur le territoire russe par l'armée ukrainienne. Est-ce qu'on assiste à de plus en plus de risques de dérapage dans ce contexte-là? On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Alexandre, encore une fois un sujet léger pour lancer notre journée. Est-ce qu'on est plus près qu'on ne l'était hier d'un conflit direct entre les forces de l'OTAN et la Russie? C'est pas que je l'annonce, je pense que c'est un scénario possible qu'il ne faut pas écarter. Personne ne peut d'ailleurs l'écarter. Il s'agirait peut-être à ce moment-là d'un dérapage, comme tu le dis, d'une bavure, d'un mauvais calcul, à une époque où le président Macron, je le rappelle quand même, parle d'ambiguïté stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est dans les circonstances, l'ambiguïté stratégique, lorsque lui parle, par exemple, de déployer des soldats français sur le territoire ukrainien s'il fallait que les lignes de front s'effondrent? Est-ce qu'on a besoin d'ambiguïté stratégique? Est-ce que les adversaires doivent anticiper ou deviner ce que sont les intentions de l'autre? Est-ce que M. Poutine, par exemple, dans cette affaire d'ambiguïté stratégique, doit décoder ce que pourraient être les options de la France comme de l'OTAN? Parce qu'évidemment, la France peut pas agir seule, elle pourrait, mais on peut imaginer qu'elle le fera d'abord et avant tout avec l'OTAN. Et là, il y a un développement important, majeur. Et je reviens avec ces histoires-là parce qu'elles passent pas sous l'écran radar, mais on n'en parle pas des tonnes. Quelques jours après le déplacement d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, à Kiev, je sais pas si tu as vu ça, c'était il y a quelques jours où il est allé dans un bar chanter du Neil Young pour rehausser le moral des Ukrainiens. Monsieur Blinken est un guitariste, peut-être bassiste, en fait apparemment redoutable, et ça fait partie, disons, de son numéro de tournée. À défaut de pouvoir à une époque livrer des armes, il pouvait livrer des chansons pour encourager, fouetter le moral des troupes. Là, on sait que la cavalerie s'en vient. Les États-Unis ont débloqué les sous qui étaient attendus. On parle de 60 milliards de dollars. C'est quand même pas une somme anecdotique pour appuyer l'armée ukrainienne qui en a bien besoin. Parce que ça va mal, près de Kharkiv certainement, mais partout sur les lignes de front qui s'étirent avec des Russes patients, mais qui ont un peu l'approche du rouleau compresseur. Ils avancent tranquillement, mais écrasent à peu près tout ce qui est devant eux. On voit que les Ukrainiens ont commencé, on en avait un peu parlé aussi, à mobiliser leurs prisonniers, à faire sortir les prisonniers, de les mobiliser, parce que le problème en ce moment, c'est de recruter des troupes fraîches. Il y en a pas. Les gens se cachent, les gens quittent le pays, et là, il y a une mise en place d'un système pour essayer justement de trouver ceux qui refusent la conscription, de les identifier et même de tordre un peu le bras aux pays européens qui accueillent des réfugiés en leur disant si vous pouviez renvoyer vers l'Ukraine les jeunes hommes que vous trouvez, ça ferait notre affaire. Et dans ce contexte-là, dans un contexte donc difficile, et c'est là que ça nous interpelle, nous, parce que c'est le risque de dérive ou de dérapage, comme tu le disais, M. Blinken est revenu de Kiev en disant à ses interlocuteurs, et particulièrement au président Biden, peut-être qu'on devrait un peu changer notre fusil d'épaule et permettre de faire en sorte que quand on donne des armes à nos alliés ukrainiens, ils pourront les utiliser pour attaquer des forces russes qui sont en territoire russe. Jusqu'à ce jour, c'est un élément de prévention justement pour éviter les dérapages, éviter ce qui pourrait être perçu comme quelque chose qui ressemble à un conflit direct entre les Russes sur le territoire russe et les Américains via leurs armes ou l'OTAN via leurs armes. Et là, Blinken et le département d'État feraient campagne assez activement pour changer les nouvelles règles d'engagement. Puis on l'a vu depuis le début du conflit, je sais pas si tu t'en souviens, mais quand ça a commencé, on nous a clairement expliqué que ça serait pas compliqué de faire tomber les Russes. Il suffisait de 2 ou 3 petits coups de cuillère à peau. Cette armée médiocre serait remballée, renvoyée chez elle. On en voulait pour preuve qu'elle n'avait pas réussi à prendre Kiev. Puis je rappelle quand même qu'à ce moment-là, il y avait une quarantaine de milliers de soldats russes en direction de la capitale ukrainienne. Ils sont près de 50 000 autour de Kharkiv. Et ils vont pas prendre la ville. Ils vont pas aller s'embourber là. Ils vont la contourner, l'immobiliser. Je peux me tromper, je ne suis pas stratège, mais ils n'ont pas choisi de rentrer puis de se faire à leur frais un Stalingrad, c'est-à-dire d'être immobilisés dans une guerre fratricide, dans une ville populeuse
Ils vont simplement isoler la ville, la contourner, puis forcer les Ukrainiens à mobiliser beaucoup de soldats pour la protéger. Alors, quand au début de la guerre, on disait que les Russes étaient partis pour prendre le contrôle du pays et potentiellement le contrôle de la capitale, possiblement, mais je fais partie de ceux qui pensent que dans la doctrine des Russes, ce qu'on appelle les manœuvres de façonnage permettent de créer des espèces de diversions et de déployer les forces de différentes façons pour que les troupes qui font face, dans ce cas-ci les Ukrainiens ou les Ukrainiennes, soient débordées. Alors peut-être que c'était la preuve que les Russes étaient ineptes, j'en suis pas complètement convaincu. Aujourd'hui, je reviens à ce qu'on disait, Alexandre, est-ce que les sanctions économiques ont fait crouler Moscou? Permets-moi de rire. Au contraire, on apprend que l'économie russe se porte, je sais pas si ça se porte très bien, mais elle se porte relativement mieux peut-être que celle de l'Allemagne, avec une progression de l'économie enregistrée. Ils sont pas au négatif. Donc, les sanctions n'ont pas fonctionné. Après ça, on a dit ça va être les nouveaux tanks allemands ou américains qui vont être déployés, qui vont faire la différence. Les systèmes de missiles HIMARS, les Patriotes. Rien n'a fait jusqu'à ce jour la différence. Non. Et conséquence, Stéphane, on est au jour 820 aujourd'hui. C'est d'un conflit qui devait, selon certains experts, se régler très rapidement. Jour 820. Jour 820 d'un conflit qui est loin d'être réglé, où on ne parle pas de négocier d'aucune façon, parce qu'éventuellement, comme dans toute guerre, sauf peut-être celle qui nous occupera dans quelques instants, celle qui se livre entre Israël et le peuple palestinien, qui fait rage depuis, en fait, très très longtemps, j'allais dire 1947, mais on pourrait remonter un peu avant, mais si on parle essentiellement de la création de l'État d'Israël, donc 1947, puis c'est pas réglé. C'est probablement une exception, parce qu'en général, les conflits, d'une manière ou d'une autre, se finissent par une négociation. Donc, entre l'Ukraine et la Russie, quand et comment on va négocier, j'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, les Ukrainiens sont pas dans une position de force pour le faire. Et là, quand on parlait de dérapage, de dérive potentielle, les Américains Biden n'a pas donné son feu vert, je pense qu'il est plus dubitatif peut-être, mais là, il y a une position extrêmement agressive de la part de M. Blinken qui dit allons-y, si nos missiles doivent aller en territoire russe, et je comprends, l'Ukraine fait la guerre à la Russie, donc du point de vue de l'Ukraine, tous les coups devraient être permis. La question, c'est avec l'appui des forces de l'OTAN, est-ce que tu as pleine marge de manœuvre quand c'est les États-Unis ou l'Europe qui disent voici nos armes? Alors, les Anglais sont à peu près dans le même discours. Ils disent aussi qu'il faut s'apprêter à attaquer à l'arrière les forces russes, puisqu'ils attaquent de la Russie à l'occasion. Il faut donc s'attaquer aux soldats là où ils sont. Mais est-ce que ça peut être interprété par Vladimir Poutine comme une escalade? Très certainement, on n'est pas dans la tête de Poutine, mais je crois qu'on est à tout moment dans ce conflit, dans une zone extrêmement étroite où la moindre erreur de calcul peut avoir des conséquences sur la paix mondiale, très, très, très littéralement. Je fais attention quand j'emploie l'expression parce que je veux pas banaliser ça, mais c'est là où on est. On se fait à l'idée, tu disais 820 jours de conflit, on oublie un peu, il y a un petit ronron. Au début, tous les jours, on en parlait. On oublie de parler de ce que c'est des dizaines de milliers de personnes qui meurent. On estime du côté ukrainien, je dis bien on estime, que c'est 1000 soldats qui sont blessés ou tués tous les jours. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Essaie d'imaginer, toi, s'il y avait 15, 20, 30, 50 Canadiens qui revenaient dans des bas des bagues au Canada, l'impact que ça aurait sur l'opinion publique. Et l'autre affaire, c'est est-ce qu'il y a en ce moment en Ukraine des forces occidentales déployées aux côtés des soldats ukrainiens? La vérité, c'est qu'il y en a. On sait que les services américains de renseignement sont déployés. Alors, est-ce que c'est des forces militaires? On peut se poser des questions. Mais dans la même manœuvre que fait M. Blinken en ce moment à Washington pour essayer de changer l'équation stratégique, on parle de déployer des soldats américains en territoire ukrainien pour faire de la formation. Alors, imaginons que 50 de ces soldats soient tués à la faveur d'une attaque russe, puisqu'ils sont en territoire ukrainien. Quelles seraient les options du président Biden ou du président Trump s'il devait être élu devant la mort de 50 soldats? Puis je pense que M. Poutine ou son état-major ne se gênera pas. Il y a des rumeurs
qui ont été dénoncés, démentis comme fake news, que la France avait déjà des mercenaires engagés. Quand je dis mercenaires, on peut parler de la Légion étrangère, je devrais dire des légionnaires, qui deviennent des mercenaires, c'est-à-dire enlèvent leurs uniformes, puis se joignent éventuellement aux forces en disant on est des volontaires, on est là parce que nous, on veut appuyer. Est-ce que c'est officieusement appuyé? Alors, la France le nie catégoriquement, mais des forces étrangères sur place, il y en a. Ça a été souvent dénoncé par les Russes. Alors, ça peut être perçu comme de la propagande, de la manipulation. Les Russes qui disent que les Occidentaux sont déjà sur place. Mais d'imaginer que l'on envoie tant d'armements sans qu'il y ait des soldats ou de l'armée américaine ou de l'armée anglaise sur place pour aider à déballer les cadeaux, puis pour aider aussi l'armée ukrainienne, c'est impossible. Je pense qu'on se compte des histoires. Donc, oui, développement important à surveiller dans la capitale américaine parce qu'il y a un jeu de force qui se fait là en coulisses entre certains. Puis je suis pas sûr que l'armée américaine soit super enthousiaste. Dans ce cas-ci, c'est M. Blinken, chef de la diplomatie. C'est rare qu'un chef de la diplomatie prend l'initiative comme ça parce que les militaires américains, je le pense, sont plus parcimonieux. À suivre. L'autre conflit qui retient bien sûr l'attention, c'est cette guerre entre le Hamas et Israël. Et là, Stéphane, il y a 3 pays européens qui choisissent de reconnaître l'État palestinien. Israël a rappelé d'ailleurs ses ambassadeurs à ces endroits-là en guise de réponse. Quel impact ça va avoir aussi sur la politique internationale, sur Israël également? Puis est-ce qu'il y a même d'autres pays qui pourraient emboîter le pas? Est-ce que c'est le début d'un mouvement? C'est peut-être le début d'un mouvement en Europe. En tout cas, c'est certainement le signe d'une impatience de 3 pays, l'Irlande, l'Espagne et puis la Norvège, qui ont décidé, eux, d'y aller unilatéralement, qui tentaient en coulisses auprès de l'Union européenne de convaincre d'autres pays de se joindre à eux, et surtout l'Union européenne, parce que tout le monde est pour la solution à 2 États, comme le Canada et les États-Unis, mais c'est jamais le bon moment pour reconnaître la Palestine comme un État. Il se trouve que la majorité des pays du monde, près de 150, reconnaissent la Palestine, mais que, disons, l'axe anglo-américain, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont évidemment pas du tout là. Et plusieurs pays, la France, un peu entre les deux. Ta question, c'était est-ce que ça va changer quelque chose? Symboliquement, oui. Je pense que c'est la preuve qu'il y a une espèce de combat symbolique que les Israéliens en ce moment sont pas en train de gagner nécessairement. Est-ce que les Israéliens se préoccupent beaucoup de l'opinion de l'Europe? La réponse, c'est non. De la Norvège, de l'Irlande ou de l'Espagne, absolument pas. Les seuls qui ont du poids, puis on a vu quel poids ils ont, c'est les Américains qui sont écoutés quand il y a suffisamment de pression. Autrement, je pense que M. Netanyahou, très isolé par ailleurs, et qui politiquement, on pourra en revenir, alors, il est toujours sur la défensive, puis il se passe toujours quelque chose qui vient lui sauver la mise. Par exemple, la Cour pénale internationale, avec ses possibles mandats d'arrestation, ça a solidarisé même ses adversaires autour de lui. Mais je ne pense pas, non, que cette décision importante, symboliquement importante, par 3 pays, ne change beaucoup de choses au cours des événements là-bas à Gaza. Aux États-Unis, les deux se sont attaqués allègrement dans la course à la candidature républicaine en vue de la présidentielle de l'automne prochain. Et quand Nikki Haley s'est retirée de la course, c'était pas clair, là. Est-ce qu'elle allait, oui ou non, donner son appui, voter pour Trump? Elle avait dit quelque chose comme, il va falloir que Trump mérite la confiance des gens qui m'appuyaient. Et là, revirement de situation, en tout cas, elle a précisé sa pensée. Elle va appuyer Donald Trump. Je suis pas sûr que ce soit un revirement de situation. Il y a aucune marge pour elle s'il y avait un avenir. Non, pas du tout. Il y a aucune marge pour Nikki Haley si elle veut survivre au sein du Parti républicain. Je la vois très mal dire ou avoir dit plus tard cet été, je vais voter pour Joe Biden ou je vais m'abstenir. Son avenir au sein du parti passe par une relation pacifiée avec M. Trump. Lui a dit très catégoriquement qu'il n'avait aucune intention de la prendre comme colistière, comme éventuelle vice-présidente. Peut-être que les choses pourraient changer. Est-ce que c'est ce qu'elle fait, se positionner? J'y crois pas, c'est possible. Ce qu'elle fait surtout, elle se positionne pour 2028 et elle se donne une vie. Et en ce moment, il n'y a pas de vie dans la famille républicaine si n'est pas aux côtés de Donald Trump. En rappelant encore une fois qu'il devra faire des efforts pour rallier ceux qui ont voté pour elle et qui continuent à le faire parce que le cycle des primaires n'était pas tout à fait fini. Mais, tu sais, Stéphane, quand on regarde ça de l'extérieur, c'est comme si toi, sur toutes les tribunes, là, tu me descends solidement, là. Puis après ça, moi, publiquement,
Oui, c'est ça. Et après ça, moi, il faudrait que, que je te glorifie, puis Stéphane, il est donc extraordinaire, il est brillant. Faudrait que je me bouche le nez un petit peu. C'est comme ça que j'aime les choses, moi, Alexandre. C'est la dure réalité de la vie politique. C'est ça. Ben C'est oui. Top Dog, c'est qui le plus gros chien. Puis je dis pas au sens où ils sont des chiens, mais c'est qui l'alpha. Et l'alpha dans les circonstances, c'est l'agent orange, c'est Donald Trump, et c'est la manœuvre tactique. C'est-à-dire pour survivre, c'est dire oui, je prête allégeance, comme d'autres se sont rangés. Mitch McConnell, qui n'est pas du tout un allié politique naturel de Donald Trump, mais qui a accepté que c'était le choix du parti qu'il fallait le respecter. Qu'est-ce que tu nous réserves à Contact cette semaine? Un épisode que je rêve de diffuser depuis longtemps et que l'actualité m'a empêché de diffuser. On va parler d'OVNI ou de PAN. C'est comme ça qu'on décrit aujourd'hui les phénomènes aériens non identifiés avec une variable depuis quelques années. Le Pentagone communique et dit des fois une chose et son contraire, mais c'est extraordinairement intéressant. On sent qu'il y a un combat aux États-Unis entre des gens qui veulent sortir de l'information et d'autres qui ne veulent pas en sortir parce qu'ils sont incapables d'expliquer. Alors, on ne dit pas que ce sont des petits bonhommes verts, mais on est incapable d'expliquer certains phénomènes auxquels sont exposés, par exemple, des pilotes de l'aéronavale. Je te suggère un petit extrait pour te mettre l'eau à la bouche. Il y a eu changement de posture. Les phénomènes aérospatiaux non identifiés, tout milieu, c'est pas une légende, c'est pas une hallucination, ça existe. Et les Américains traitent ça avec sérieux parce qu'ils disent on a des incursions dans notre espace aérien qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ne sait pas traiter. Donc ça, c'est un problème de sûreté et de sécurité pour eux. Deuxièmement, à la lumière de ce constat et de ce qui a été observé, voire enregistré, est-ce qu'il y a des données qui permettent de mieux comprendre et d'expliquer à la population ou aux scientifiques pour expliquer ce qui se passe? La réponse est qu'il y a oui, il y a des données, mais elles sont secrètes. En as-tu déjà observé, toi? En as-tu déjà vu? Non, la vérité, c'est que je suis, moi, non pas dubitatif, mais ouvert à tout, et je constate qu'il y a effectivement des gens extraordinairement crédibles. Il se trouve que je connais quelqu'un en qui j'ai parfaitement confiance et qui a changé ma vie il y a longtemps, qui est convaincu de ne pas avoir été la victime d'une hallucination, qui n'est pas un menteur, qui ne s'est jamais vanté nulle part ailleurs, qui n'a pas fait un fonds de commerce, qui me dit 2 fois dans sa vie, au Québec, avoir été très intimement en contact avec quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Ah ouais. Donc, alors, je n'ai rien vu. Je fais partie de ceux qui disent, ben, il y a une hypothèse qui est certainement recevable, et s'il y a de l'information au plus haut niveau qui existe, qui permettent de documenter des choses qui nous échappent, je suis de ceux qui, comme tout bon journaliste, veut en avoir davantage. Luc Dini, autorité absolue en la matière. C'est un ingénieur spécialiste de la balistique qui travaille dans le monde de la défense et qui est aux commandes ou aux manettes d'une opération de saisie de données en France, et qui a commis quelques rapports substantiels sur ces choses-là, qui donne plusieurs conférences, souvent auprès de militaires. Donc, une autorité, et qui a écrit justement un livre sur la question de ces documents qui ont été publiés par le Pentagone et qui donnent l'impression qu'ils, des fois, changent d'idée sur leurs intentions au Pentagone. À suivre. Merci, Stéphane. À demain.